Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu vas envoyer ton histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. La chaîne c'est DMG TV. On a deux chaînes YouTube. La deuxième c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Et voilà. Donc, on va écouter les histoires mystiques d'aujourd'hui. C'est l'histoire de WhatsApp. Si tu viens d'arriver, si tu tombes sur la page pour la première fois, abonne-toi. Et si tu es là depuis, tu regardes sans t'abonner, abonne-toi. Hey! Donc, liker, ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Merci de donner la force. On va écouter la première histoire. Dites ce que vous pensez en commentaire. Si l'histoire une vous a marqué, marquez H1. Voilà, fait comme ça. C'est l'histoire 2, la histoire numéro 2, H2. Voici ce que j'ai retenu et tout, ainsi de suite. Donc, écoutez l'histoire attentivement, s'il vous plaît. DMG, bonsoir. Voilà, merci la famille de liker, de partager. Voilà, j'ai vécu quelque chose en Europe là et comme on dit, souvent on a l'impression que quand on quitte le pays, on laisse tous les sorciers derrière nous. Mais bon, après ici en Europe aussi, on en rencontre quelques-uns, je pense même plus que ça. Un jour que j'étais partie dans un petit village, je me promenais, voilà, il y avait une fête et puis bon, j'arrive là, on s'était arrêté avec ma petite famille, donc on mangeait. Et derrière moi, il y avait du mouvement, on était assis en plein air. Et je vois un monsieur qui était habillé en pagne africain et tout, et c'était un Africain. Bon, voilà, et ça fait toujours bizarre quand tu arrives dans un petit village loin de l'Afrique de rencontrer un Africain comme toi. Tu te dis, oh, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il est si loin? Bon, sans plus, quoi. Et le monsieur est venu vers moi, il a commencé à me parler et tout, et c'est là que il s'est présenté et que c'était un Camerounais. Bon, on a un peu sympathisé, mais comme j'étais de passage, bon, on n'est pas resté longtemps. En fait, il faisait le tour des tables et demandait de l'argent. Donc, moi, je ne l'ai pas donné de l'argent. J'ai plutôt offert un plat. Je lui ai dit, assieds-toi, et puis je lui ai offert une bière. Et après, nous, on est parti, on a laissé. Bon, quelques années après, je vais rendre visite à une amie dans le même village, donc voilà, qui avait décidé d'aller habiter là-bas. Donc quand je pars, elle me dit, tiens, j'ai rencontré un compatriote, disons un Africain comme toi et tout. Je dis, ah bon? Elle me dit, oui, voilà, il s'appelle un tel, je ne vois pas trop. Et puis quelques temps après, on marche un peu dans le village. Tiens, je tombe toujours sur le même Camerounais. Puis bon, en rigolant et tout, et je lui dis, ah, mais venez, venez, mes soeurs et tout. Donc on arrive, il est dans une petite maison, mais vraiment bon, dans un état pas possible. Et puis, on lui demande combien de temps il était en France. Donc ça faisait au moins, il disait que ça faisait une trentaine d'années qu'il était là. Et que bon, voilà, donc pas de famille, rien. Il dit que toute ta famille au Cameroun, bref. Donc on a parlé un petit peu, et puis après, nous on est ressortis. Et donc, il y a une amie gabonaise qui vient aussi, qui vient habiter exactement le même village, qui me dit, j'habite tel village. Je dis, ah bon, tu es là-bas? Elle me dit, oui, voilà. Par contre, j'ai rencontré un Camerounais là-bas, qui a des difficultés, il faut vraiment qu'on se cotise pour l'aider. Donc, voilà. Donc, ce qui se passait, c'est qu'on se cotisait, on l'aidait à... On ne connaissait pas trop son histoire, et bon, un jour après, il nous a dit qu'il avait eu un grave accident. Il avait eu un grave accident et il s'est retrouvé sous tutelle. Et donc, tout son argent était géré par une association et tout ça là. Bon, sans plus. Donc, un jour, ma copine vient me trouver là où j'étais pour qu'on fasse une veillée de prière. Donc, on a fait une veillée de prière. Il y avait des pasteurs qui étaient arrivés et tout ça là. Donc, on était tous en train de faire la veillée de prière. Après la veillée de prière, elle est rentrée chez elle. Et peu de temps après, elle m'appelle, elle me dit, ah, quand je suis rentrée le matin, j'ai trouvé le frère là debout devant la maison et qui ne disait rien, qui ne parlait pas. Et puis elle a essayé de le secouer, il ne parlait pas du tout.
Et puis, il a fait rentrer chez elle, il lui a donné à manger, à boire. Et c'est après que c'est comme s'il sortait de sommeil. Et puis, c'est là qu'il lui dit, mais qu'est-ce que je fais chez toi? Et puis, elle aussi, elle ne comprenait pas. Elle dit, ben, j'ai été trouvé debout devant mon immeuble. Et je ne comprends pas pourquoi tu me demandes ce que tu fais chez moi. Est-ce que tu étais endormi ou quoi? Bon, voilà. Il dit, ah, mais je ne me souviens plus de à quel moment je suis venue juste devant chez toi. Donc, cet épisode est passé. Donc, peu de temps après, on refait encore une autre veillée de prière. Et là, il y a ma compatriote là, qui me dit, écoute, est-ce que ce serait pas mieux, parce que le frère camerounais, là, il a un comportement bizarre. Est-ce que ce serait pas mieux que je l'amène et tout pour qu'on puisse faire la veillée ensemble et tout? Je dis, ben, il n'y a pas de souci, tu peux l'amener, puisque quand on fait les forums, quand on fait les comités de veille, n'importe qui peut venir aussi, on peut prier sur la personne. Donc elle me dit, écoute, je vais l'amener. Donc elle demande au gars s'il peut l'accompagner. Elle dit, oh, mais pourquoi, où? Il dit, ben, on a une veillée, si tu veux venir. Le gars, il refuse. Il dit, non, mais je ne viens pas, moi, je ne rentre pas dans les églises, je ne rentre pas. Bon, ok. Donc elle est venue toute seule. Je dis, ben, tu n'es pas venue avec lui? Il dit, non, je ne l'ai pas amené. Donc, écoute, bon, on a quand même prié pour lui et tout ça. Donc, quelques temps après, on rentre en semaine de jeûne. Donc, on était en semaine de jeûne et il était vers le coup, donc on a fini la semaine de jeûne. Et moi, j'étais en train de rompre mon jeûne, j'étais à la maison, tranquille. Et il faisait le coup de 14 heures, donc je disais, ben, tiens, je vais rompre mon jeûne. Je commençais à cuisiner, je dis, bon, je vais rompre le jeûne vers le coup de 18 heures. Je commence à cuisiner comme ça. Je reçois un coup de fil de ma soeur en Christ, là, compatriote, qui m'appelle, qui me dit, écoute, là, ma soeur, j'ai vraiment un gros problème, là, parce que le frère camerounais, là, il est de nouveau venu chez moi, mais cette fois-ci, il ne marchait pas, il était à quatre pattes. Je dis, mais comment ça? Me dit, mais il n'arrive même pas à poser un pied devant l'autre. Je dis, oh. Je lui dis, bon, prends la voiture, viens me trouver là où je suis, dans la ville où je suis, si c'est possible. Il me dit, comme toi, tu t'y connais, est-ce que tu veux, je peux te l'amener? Je dis, bon, il n'y a pas de souci. Donc, c'est comme ça qu'elle a embarqué. Ils arrivent chez moi. Comme chez moi aussi, il fallait, ma maison, il fallait prendre les escaliers, il fallait ci, il fallait ça. Donc, c'est comme ça que elle klaxonne en bas, je descends les marches, je vais les récupérer. Moi, j'étais au premier étage et le rez-de-chaussée, donc il fallait vraiment monter les escaliers. Le monsieur n'arrivait même pas à mettre un pied devant l'autre. Donc, il a fallu, elle, moi, et puis nos enfants, soulever le gars pour l'amener jusqu'à la maison. On l'amène, on le pose sur le canapé. Il ne bouge pas, il est tétanisé, il est complètement, on dirait qu'il est pétrifié. Donc, on commence à prier. Quand on finit, on prie, il tombe là, et puis bon. Il ne bougeait plus, mais il respirait. Donc, on a mis les louanges, il était là, toujours allongé. Et puis, bon, les enfants, on a pris les enfants, on a mis un peu les enfants à l'abri. J'ai dit, bon, ça va peut-être se transformer en séance d'exorcisme, on ne sait pas. Et tout d'un coup, je crois, il était presque 17 heures comme ça, là, et le gars sort de... Mais comme si on l'avait piqué un truc là, il se lève, et il dit, mais je suis où là? Je dis, oh, ce que la soeur m'avait dit, donc c'est vrai. Je suis où là? Donc il commence à tourner, il commence à se déshabiller dans mon salon. Seigneur. Donc on essaie de non, frère, ne te déshabille pas, reste tranquille, qu'est-ce qui se passe? Donc on a pris de l'huile bénite là et tout, l'huile d'onction, on l'a mis sur lui et tout ça là, il s'est mis à hurler jusqu'à ce qu'il se calme. Il s'est calmé et puis après, bon, on l'a observé un moment et puis on a dit, bon, on va passer à table. 2 ou 3 jours. Et quand il a fini, on a fini là, et quand il est reparti, il remarchait normalement. Donc ensuite... Quelques temps après, il y a la soeur qui m'appelle, me dit, non, viens un peu là, viens un peu me voir, on va aller voir le frère camerounais. Là. Donc on est parti, donc on arrive là-bas, on le trouve, il est assis. C'est comme ça que moi j'ai une vision. Après je lui dis, ah, toi là, mais sérieusement, tu nous dis la vérité, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là qu'il va nous dire, ça m'avait vraiment choqué. Ça nous avait choqué parce que je n'étais pas seule. Il dit que, hein, vous savez, tout le temps, on vient me chercher ici. On m'amène au Cameroun là-bas et je vais faire des plantations. Je fais des plantations. Et je fuis. Quand je fuis comme ça là,
je me retrouve ici. Quand je me retrouve ici, c'est pour cela que je suis fatiguée ou des fois je dors toute la journée. Et j'ai tellement mal que vous me voyez là, je n'arrive même plus à marcher parce qu'on me donne des fois des coups de fouet. Et effectivement, le jour où il a commencé à se déshabiller, on avait vu des lacérations dans le dos, on ne savait pas ce qu'il avait. Ça me donne même la chair de poule quand j'en parle. Et donc, du coup, nous, on ne savait pas quoi faire. Non. Donc, c'est comme ça on a contacté des pasteurs pour leur faire part de cette histoire. Donc, il y a 3 pasteurs qui se sont déplacés. On les a amenés dans ce petit village-là pour pouvoir aider le frère. Donc, bon, je vous parle de ça. Ça fait à peu près 4 ans que j'ai vécu cette affaire. Et je vous parle de ça parce que je suis partie dans le même village là pour voir un peu, parce qu'il y a toujours la même fête annuelle dans leur village. Là, je suis partie, c'est comme ça que je l'ai vu. Il allait bien, mais bon, on a même rigolé ensemble et tout ça là, donc il va bien. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, on sait pas qui sont ses parents, on ne sait pas d'où il vient et tout, mais on sait une chose, c'est qu'il est camerounais, il a bien l'accent camerounais. Et donc, bon, voilà. Donc, je voulais attirer l'attention un peu là. Quand je raconte cette affaire, je ne voulais pas le garder dans mon ventre parce que, bon, j'ai tellement vécu des choses depuis que je suis que je voyage, que je rencontre des personnes qu'on m'appelle pour dire viens aider telle ou telle personne et tout. De rencontrer ce genre de personnes qui, moi, j'ai une idée là-dessus. Peut-être que vous aussi, vous allez vous faire une idée, vous allez me dire en commentaire. De cette personne-là qui vivent en Europe, on ne sait pas d'où ils sortent. Ils disent juste je suis de telle nationalité. Et puis on se rend compte de beaucoup de choses sur cette personne. Ça fait froid au dos et on se dit mais vraiment le monde de l'invisible est tellement puissant que ne nous amusons pas avec ça. Ne prenons pas à la légère les dires des gens. Quand quelqu'un raconte son histoire, ne prenons pas ça à la légère, ne rigolons pas parce que ça existe. Parce que cet homme-là, il vit dans une situation qu'on ne peut pas envoyer. Est-ce que qu'on ne peut pas envier, qu'on a pitié de lui parce qu'on ne sait pas s'il a été vendu. Parce que depuis que j'écoute les histoires de DMG, je me rends compte que ce que je voyais, c'était pas de l'utopie, que c'était pas des rêves, donc c'était des réalités. Parce que ce mec, quand je l'ai rencontré, je n'aurais jamais pu imaginer qu'on pouvait venir chercher quelqu'un, que la personne a été vendue. Peut-être que dans son pays, il est mort, hein, je ne veux pas trop m'avancer là-dessus, mais que cette personne te dise que tout est nu, on vient me chercher pour aller travailler dans les plantations. Et je fuis et je me retrouve en Europe. Voilà, donc c'est quelqu'un qui existe bel et bien. Je le croise de temps en temps, une fois tous les 3 ans, mais à un moment, je l'ai côtoyé, j'ai vu dans quel univers il était et comment ce monsieur était chargé. Parce que quand tu le voyais, tu disais, ce mec-là, il n'est pas normal. Il te raconte qu'il a eu un grave accident, mais sans plus. Et il te dit qu'on l'a ramené à la vie après. Mais après, il ne s'étend pas sur sa vie. Donc, on ne veut pas aussi aller creuser sa vie pour savoir ce que... Peut-être un jour, voilà. Mais voilà, je voulais vous témoigner de ça, que faisons attention à tout ce qui concerne le monde de l'invisible. Parce que c'est un monde qui est profond, qui est violent pour des personnes, des âmes sensibles. Faisons attention. Et que nous autres là que Dieu a donné ce travail, cette mission-là de racheter les âmes, on est confronté à beaucoup de choses. J'ai tellement d'histoires parce que moi aujourd'hui, j'ai 50 ans et depuis j'ai commencé à aider les gens depuis l'âge de 8 ans. Donc d'où j'ai tellement d'histoires, j'ai tellement rencontré des choses dans ma vie qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus rien qui puisse me dire, oh Seigneur, qu'est-ce que je vois là. Oui, c'est vrai, on est toujours étonné de rencontrer des choses. Donc, je voulais vous partager cette histoire-là. Je connais, voilà, je connais que son nom, son prénom, mais je ne connais pas, et même son nom, je pense que les deux noms, ça colle. Et voilà, c'est une personne qui vit pas loin de chez moi. Et voilà. Et je voulais vous partager cela, prenez quand même le temps de vous protéger sous le manteau de Dieu pour ne pas se faire avoir comme ça et ne pas être sous la coupe de quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Voilà, merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonsoir DMG. Oui, comme je disais la dernière fois, j'ai 2 histoires sur la main. Je vais commencer par celle de ma cousine
que je vais surnommer Carole. Je m'excuse, j'ai un peu la grippe. Oui, Carole, c'est ma cousine. Une fille, je peux dire qu'il n'a pas les longs yeux. Mais comme ça, elle se retrouvait en train de sortir avec un monsieur qui avait beaucoup d'argent. Ce monsieur avait vraiment de l'argent et il mettait sa petite amie à l'aise. Parce que quand Carole sortait avec ce monsieur, Carole avait vraiment tout à sa portée. Parce que le monsieur, lui, il avait une main large. Vous savez, ce n'est pas tous ceux qui ont de l'argent qui en donnent facilement. Mais avec Carole, il n'était pas dû. Donc, il donnait franchement de l'argent à Carole. Parce qu'à cette époque, Carole, elle avait tout ce qui était de marque. Les sacs Dolce Gabbana, Gucci, les vêtements, elle avait vraiment tout. Classe. Je me souviens quand elle venait à la réunion familiale, là, elle était vraiment toute fraîche, la peau même. Je sentais qu'elle était vraiment dans de l'argent. C'est comme ça, elle est sortie avec le monsieur. Je crois qu'elle avait fait déjà plus d'1 an avec le monsieur. Carole avait sa meilleure amie que nous allons appeler Isabelle, qui vivait à Paris. Voilà, Isabelle est arrivée parce que pendant que Carole sortait avec ce monsieur, il y avait une seule condition que le monsieur avait donnée à Carole. Il avait dit ceci à Carole: tu peux venir chez moi tous les jours, sauf le vendredi. Le vendredi, je ne veux pas te voir chez moi. Et depuis que Carole sortait avec lui, elle avait toujours respecté cela. Elle n'était jamais allée là-bas le vendredi. C'est comme ça Isabelle arrive au pays. Vous savez, entre copines, il y a ce truc, surtout quand tu viens de l'autre côté. Comment tu vas? Moi, je vais bien, et le voyage et tout. Isabelle est aussi, bon, je ne sais pas. Vous savez, quand elles arrivent au pays, on ne sait pas si là-bas elles vivent bien ou pas, mais quand elles sont au pays, il faut montrer que tout va bien et c'est un peu comme ça. Quand Isabelle est au pays, alors, elle dit: Carole, waouh, tu es toute fraîche. On dirait que tu ne vis pas au Cameroun et tout. Je vais rappeler que Carole vivait à Yaoundé. C'est comme ça, Carole dit que bon, c'est vrai, bon, on ne se plaint pas et tout. Isabelle dit: non, moi je veux voir ton gars, il te gâte trop. Elle dit: il n'y a pas de souci, on ira là-bas demain. Isabelle dit: mais pourquoi pas aujourd'hui? Carole dit: non, aujourd'hui c'est vendredi, c'est mieux qu'on aille là-bas demain. Isabelle dit: mais il y a quoi le vendredi? Elle dit: en fait, lui il m'a toujours demandé de ne pas venir chez lui le vendredi. Isabelle lui dit: mais attends, t'es sérieuse là? Carole dit: ouais. Isabelle demande: c'est depuis quand ça? Elle dit: non, depuis le début de notre relation. Et toi, tu n'es jamais allé là-bas, tu as toujours respecté? Carole dit: oui. Isabelle dit: non, attends. Et s'il te trompait? Et s'il avait quelqu'un d'autre? Déjà, moi, je ne peux pas respecter ça. Un homme me dit ça. Comme tu m'as dit là, premier vendredi, je suis chez toi. Et c'est comme ça qu'elle a imposé à Carole que non, on va aller chez lui, il faut voir ce qui se passe. C'est comme ça, Isabelle et Carole se rendent chez le monsieur. Quand ils arrivent, Carole trouve d'abord bizarre parce que pas de gardien. Parce que chez lui, il y a gardien, il y a agent de sécurité, il y a les jardiniers, en fait, il a tellement d'employés. Mais ce jour, déjà au portail, il n'y avait pas de gardien. Et en entrant, on se rend compte qu'il n'y a aucun de ses employés n'était là. Ils sont entrés dans la grande maison. C'est comme ça qu'on arrive au salon. Qu'est-ce qu'elle voit? DMG. Carole dit, quand elles sont entrées, le monsieur était dans son salon. C'était un gros serpent DMG. Il était enroulé dans le fauteuil. Il n'y avait rien que la tête qui était humaine. Il visionnait. Quand elles ont vu comme ça, Sauve qui peut crier, courir, commencer à sortir. DMG, je suis Bamileke. Carole, c'est ma soeur du côté maternel. Donc, son père est de l'Est.
C'est comme ça, Carole, quand ils sont sortis, elle n'a même pas voulu réfléchir. Elle a pris la voiture directement. Elle a voyagé pour le village. Elle allait directement à l'est. Qu'elle est arrivée là-bas, elle a raconté ce qui s'est passé. C'est comme ça qu'on a commencé, les rites, le travail et tout. DMG, elle a fait 2 semaines au village. Quand Carole revient sur Yaoundé, parce que quand elle partait, elle dit que même le téléphone, elle n'en avait plus. Je ne sais pas comment ça s'est passé, ça s'est égaré, elle ne voulait même pas savoir. Tout ce qu'elle voulait, c'était arriver au village. Quand elle arrive au village, on a travaillé sur elle après 2 semaines, elle rentre. Qu'elle arrive à Yaoundé, elle comprend que sa copine Isabelle est décédée jusqu'on l'a enterrée. DMG. Je t'assure, après cette histoire, Carole n'a plus voulu vivre à Yaoundé. Présentement, elle est à Douala ici, avec nous. Donc ça, c'était ma petite histoire. Bon, comme morale de l'histoire, vraiment, je ne sais quoi dire. Chacun va tirer lui-même. Je sais pas. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 3e histoire. Bonsoir la famille DMG TV, bonsoir DMG. Je suis malienne, je vous écoute, ça fait un moment. Dès que j'ai écouté la première vidéo, je me suis abonnée directement à vous et je suis aussi allée suivre depuis la première épisode jusqu'à maintenant. Donc je suis à la, je peux dire à la 293e épisode comme ça. Donc je vous écoute régulièrement, franchement. Donc j'ai une histoire à vous raconter et venant d'une amie aussi qui m'a conté. Donc, c'est dans une région de chez nous que l'histoire s'est passée. Mon amie me dit qu'elle était partie à un baptême. Donc, elle a raconté la dame en question, la dame qui a vécu l'histoire même. Donc, la dame était en train d'en parler son histoire aux gens. Qu'elle avait une bonne qui était très gentille avec elle. Mais depuis qu'elle a reçu l'aide ménagère là, donc elle n'a pas eu de la santé. Elle tombait toujours malade. Elle était toujours souffrante. Mais c'est l'aide ménagère elle-même qui faisait tout pour elle. Elle s'occupait bien d'elle. Elle achetait des médicaments traditionnels pour elle. Même ses propres enfants ne faisaient pas ça. Mais c'est l'aide ménagère là qui faisait tout pour elle. Elle prenait soin d'elle tellement. Elle-même, elle avait donné toute sa confiance à l'aide ménagère là. Déjà, c'est l'aide ménagère là même qui est la petite sorcière. La dame disait que quand elle partait à l'hôpital, quand on la regardait, on ne voyait rien, mais peut-être les médecins disaient qu'elle a des diabètes, des tensions, des nanani, des nananas. Donc elle achetait des médicaments, elle faisait tout, elle n'arrive pas à être en paix dans sa maison. Donc un jour, comme elle avait pris la bonne là comme sa propre fille, donc elle faisait pratiquement tout avec la bonne, elle mangeait avec la bonne, elle causait avec la bonne. Même le soir, la bonne là, la massait partout, de partout.
Voilà, donc un jour, elles étaient en train de manger, elle et la bonne là. Et c'était du poisson. Elle avait pris une partie du poisson qui n'avait pas d'arrêt. C'était que des chairs du poisson là. Donc elle a mis ça dans sa bouche seulement et le poisson là s'est arrêté à la gorge. Elle a tenté elle a bu de l'eau, elle a tenté de s'échapper à ça, mais elle n'arrivait pas. Elle manquait même d'oxygène. C'est là-bas qu'ils ont pris la dame là, ils l'ont amenée chez un homme. Chez nous, on l'appelle j'oublie même le nom. Chez nous, on les appelle les bozos. Oui, les bozos. Parce que c'est eux qui connaissent l'eau chez nous. Donc, ils maîtrisent tout ce qui vient de l'eau, là, ils maîtrisent ça. Voilà, ils ont amené chez l'homme là. Et l'homme là a fait un premier massage, ça n'allait pas. Il a fait un deuxième massage, ça n'allait pas. Lui-même, il était tellement étonné. Il a dit que ce troisième massage que je vais faire dans ta gorge là, si ça ne donne pas, c'est que je ne suis pas l'enfant de mon père. Donc il a fait le troisième massage, ça a donné. Ça a donné et la dame là est repartie chez elle. Le matin, elle a envoyé la bonne là faire des courses pour au marché. Voilà, donc et elle a dit aux bonnes, quand une fois que tu seras de retour, tu peux me donner un peu d'eau chaude, je veux me laver. Donc entre-temps, elle s'est endormie un peu. Donc la bonne, elle est venue. La bonne là était en train de tenter par tous les moyens pour avoir la dame là. Elle n'arrivait pas. Elle a tenté par tous les moyens. Donc la bonne là est venue et elle a trouvé la dame là dans la chambre en train de dormir. Donc elle a essayé de venir maintenant attaquer la femme là physiquement même. Plus spirituellement mais physiquement. Donc elle a ouvert sa bouche pour mordre la dame là à la poitrine. D'un seul coup, la dame là aussi s'est réveillée. Lorsque la dame là s'est réveillée, elle a crié, elle a dit: ah bon, donc toi tu es une sorcière? Pendant tout ce temps, c'est toi qui me faisais tout ça là, c'est toi qui me subissais tout ça là. Donc la dame là a crié, elle a appelé les voisins et tout. Tout le monde était chez la dame là. Donc ils ont appelé les marabouts et consorts. Ils ont appelé les gens, ils ont amené leurs médicaments et ils ont mis ça à la fille là. Lorsqu'ils ont mis à la fille là, elle a commencé à crier fort. Oui, depuis que je suis chez toi là, ça fait... et la bonne là avait fait 1 an et 2 mois à peu près. Elle a dit que mais ça fait 7 mois que je suis en train de te chercher, mais je n'arrive pas à t'atteindre parce que tu es gentil avec moi. Mais ce n'est pas moi-même qui est en train de faire ça, c'est ma grand-mère. Elle devait donner à son tour la viande, mais elle devait donner ma maman. Entre-temps, je lui ai dit de ne pas donner ma maman, que je vais chercher une personne pour elle. Donc, je suis venue chez toi. Je voulais te donner à la sorcellerie, mais je n'arrivais pas. Tu m'as tout donné. Tu étais gentil avec moi. Elle a parlé ça comme ça.
les gens ont crié, on dit ah Dia, c'est toi, tu étais gentil avec la dame là, Dia c'était toi la sorcière. Donc les gens ont commencé à crier fort sur la fille là. Et ils ont envoyé la fille, renvoyé la fille là. Ils ont renvoyé la fille là. Et la dame là, elle a continué avec les traitements chez les gens. Maintenant, c'est elle-même qui était en train de compter ça là-bas au baptême de leurs voisins. Bon, c'est pas de leurs voisins, de leur connaissance, de sa connaissance en fait. Donc, mon amie aussi m'a appris, elle m'a fait un vocal pour me dire ça. Comme elle sait que moi j'écoute bien DMG TV, donc elle m'a conté ça. Vraiment, la morale de l'histoire, c'est qu'on doit être gentil. La gentillesse n'a pas de prix. Quand tu es gentil et innocent, Dieu te sauvera. Mais quand on n'est pas gentil là, c'est pas facile. Donc c'était ça mon histoire. Merci. Abonnez-vous, commentez et likez surtout. DMG, je vous suis vraiment. Je suis à la 293e épisode comme ça. Quand j'arrive, les autres là, je vais les écouter une par une, Inch'Allah. Et je partage beaucoup aussi tes vidéos. Merci à tout le monde. Ça, c'est ma toute première fois. Je m'excuse, peut-être que j'ai déjà fait beaucoup de fautes. C'est ma toute première fois. Merci à vous tous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Bonsoir DMJ, bonsoir à tous les auditeurs. Donc, comme d'habitude, likons, partageons et bien sûr commentons. Voilà, commentons parce que on vous lit énormément dans les commentaires, c'est important. Et parfois ça encourage encore à pouvoir venir raconter d'autres histoires. Donc, d'où d'ailleurs je suis aujourd'hui à ma 2e histoire. Donc, l'histoire se déroule au Gabon, dans une province du sud pour commencer. Mais également, on va dire que ça s'étire aussi au niveau de Libreville, donc la capitale. Je ferai exprès de pas omettre certains détails parce que c'est une histoire de famille et voilà, c'est une histoire dans laquelle moi-même je suis impliqué, on va dire ça comme ça, même si j'étais pas le personnage principal entre griffes. Alors, le moment le plus marquant de cette histoire, c'est lorsqu'on va recevoir un coup de fil de notre famille se trouvant à Libreville. Dans ce coup de fil, on va attirer notre attention en disant comment est-ce que vous avez pu laisser notre frère venir dans cet état-là. Bon, pour le frère, on va lui donner le nom de John. Comment est-ce que vous avez pu laisser John venir dans cet état? Il a maigri, énormément maigri. Et en plus, il est devenu tout noir. Comment est-ce que vous avez pu? Donc là, c'est le fait marquant. Je reviens à la genèse donc de l'histoire. Nous sommes durant la période des vacances. Et ça faisait un long moment que mon oncle n'avait pas pu revenir dans cette province-là, dans cette province où il est né, dans cette province où sa mère vit encore. Il n'avait pas pu venir rendre visite à sa mère depuis énormément de temps. Et c'était le genre de personne plutôt calme, le genre de personne qui n'est pas forcément en communication constante avec tout le monde. Il était vraiment réservé, vraiment toujours isolé là. Donc c'est comme ça, ma grand-mère va recevoir un coup de fil où donc mon oncle John va lui dire qu'il est arrivé. Il est à la sortie de notre quartier et il a besoin qu'on puisse venir l'aider avec les bagages. Donc moi j'étais l'enfant qui se trouvait à la maison. Je vais m'y rendre.
je vais m'y rendre, je vais aller à la sortie, je vais voir mon oncle. Je pense que au trop, lui et moi, probablement que c'était la première fois qu'on se voyait. Voilà, c'était la première fois qu'on se voyait. Je vais prendre ses bagages, on va marcher ensemble et on va arriver à la maison. Donc, vous savez, toujours dans ce cas de figure, quand la maman, une maman âgée qui a la possibilité de revoir son enfant également qui est âgé après énormément de temps, il y a toujours cette espèce d'émotion qu'il y a. Donc, les retrouvailles seront là. Mon oncle fera, je pense, maximum 2 semaines, il va être là avec nous. Il va être là avec nous, voilà, on voit un peu l'ambiance. Moi également, c'est la première fois que j'avais la possibilité de passer mon petit quotidien avec lui. J'étais encore jeune à cette époque-là. Je sais plus quel âge, mais j'étais encore jeune. Donc, du coup, on va être là de temps en temps et va passer une période où mon oncle va se plaindre d'avoir des... Bon, il va faire une DH, voilà, une DH, pour ceux qui comprennent l'expression comprendront parce que je n'ai pas forcément envie de dire. Donc, il va faire une DH et elle sera accompagnée de vomissements. Donc, ma grand-mère va lui faire des plantes là pour pouvoir laver le ventre. Donc, pour ceux qui y sont habitués, hein, ils connaissent. Et également pour ceux qui sont au Gabon, ils savent de quoi il s'agit. Alors, donc, on va faire des plantes pour un lavement qu'il fera quasiment tous les matins. Il fera cela. Quasiment tous les matins, il fera cela. Et après, va venir la période où il va faire savoir à ma grand-mère qu'il doit se rendre sur Libreville pour aller assister à une cérémonie de l'un de ses amis. Voilà, il devra aller assister à cette cérémonie-là. Donc, quelques jours plus tard, il va devoir s'y rendre. Donc, un matin, voilà, le jour de son voyage, je vais l'accompagner. Je vais soulever des bagages quand le bus devait venir chercher mon oncle dans notre quartier, là, dans un carrefour de Renan. Donc, le bus viendra. Moi, je vais transporter son bagage et après, je vais le lui remettre. C'est comme ça, il me dira, bon, je reviens dans quelques jours. Voilà, je reviens dans quelques jours. C'était le genre d'oncle, comme je précisais au départ, plutôt réservé, plutôt calme. Et ce qui fait que lui et moi, on n'avait pas forcément une forte affinité parce que, voilà, on n'avait pas été ensemble longtemps. Donc, mais je m'étais quand même attaché déjà parce que, voilà, la présence à la maison, sachant que j'étais quasiment le seul avec ma grand-mère à être à la maison et de savoir qu'il y avait une autre personne avec nous, il y avait une bonne ambiance. Donc, je vais dire, ok, je vais rentrer à la maison. Et la même journée, aux environs de 16 heures par là, il va arriver sur Libreville. Et comme je vous disais en amont, on va recevoir cet appel-là. Donc, vraiment dans l'espace de quelques minutes, dans l'espace de quelques heures. Parce que quand je l'accompagne, il est quasiment 6 heures, voire 7 heures par là au trop. Et quand on reçoit le coup de fil, il est 16 heures. Donc, par la suite, mon oncle va arriver donc sur place, selon le récit qui sera fait après. Il va prendre une douche, on va préparer sa chambre en amont, la chambre dans laquelle il sera installé et tout. Il va manger un peu et après, il va aller se coucher. C'est comme ça, vous savez, quand quelqu'un vient à peine d'arriver chez sa famille, voilà, il est aux petits soins. Et on va donc venir toquer à sa porte. On va constater qu'en toquant à sa porte, il ne répondait pas. On va toquer à sa porte, il ne répondait pas. Et là, la personne va entrer et on va trouver John au sol, allongé, comme tombé de son lit. Allongé, vraiment dans un mauvais état. Bon, dans ce cas de figure-là, on va demander à aller en pharmacie, essayer d'expliquer ce qui est pour lui donner, pour prendre un médicament rapidement par rapport à ce qu'il ressentait comme malaise. Donc, ça va se faire. On va revenir à la maison. Et vraiment, quelques heures plus tard, il va décéder. Alors, quelques heures plus tard, il va décéder. Sachant qu'au départ, c'était juste une DH et vomissement qu'il avait. Sachant que quand il a quitté la province dans laquelle il était pour venir sur Libreville, il se sentait bien.
il se sentait bien. Il n'y avait aucun problème, il était bien portant. Et donc, dans cet espace de temps-là, où on va constater qu'il est décédé, il aura maigri énormément. Il serait devenu noir. Bien sûr, dans ce énormément, alors là, il aura noirci, mais qu'on appelle noirci. Et dans ce laps de temps, il faudra bien sûr refaire monter la nouvelle auprès de sa maman. Donc, ce serait un peu compliqué. Généralement, on essaie d'annoncer ce genre de nouvelles la manière la plus, de manière moins brusque possible pour éviter de heurter les personnes qui vont recevoir la nouvelle, et dans le cas échéant de heurter sa maman qui est déjà âgée, et si elle doit apprendre que son fils était là quelques heures après seulement, il est décédé. Voilà, donc avec précaution ça a été annoncé. Et moi, dans cet état, j'ai été choqué, bien que je pense que c'est à cette période que je commençais à réaliser ce qu'était que de mourir. Lorsqu'on apprend que quelqu'un est décédé, généralement lorsqu'on est enfant, on ne percute pas vraiment sur la chose. On a du mal à saisir l'ampleur de la mort. C'est tout un mystère, mais de réaliser que quand on meurt, on ne peut plus voir la personne et tout le reste. Et moi, je suis resté avec l'idée en tête qu'il m'a dit qu'il reviendra. Donc quand j'ai appris le décès, j'étais toujours dans l'état d'esprit où pour moi il va revenir. Donc s'il ne revient pas physiquement, son esprit reviendra, mais il va revenir. Quand je marchais dans la maison, j'étais toujours préoccupé. Genre, vous voyez quand l'enfant sait qu'il y a un fantôme dans la maison, les attitudes qu'il a et tout le reste. Et moi j'étais dans cet état d'esprit-là. Dans la chambre qu'il occupait, où il y avait ces effets qui étaient restés, j'avais du mal à y entrer. Parce que je disais, dès lors qu'il m'a dit qu'il va revenir, il reviendra. Forcément, il reviendra. Et quelques jours après, il y a eu le rapatriement de son corps du moins dans la province concernée. Le corps a été rapatrié, la cérémonie de funeste qui se passe souvent avant l'enterrement s'est faite. Moi, j'ai pas pu aller regarder son corps. Voilà. Bon, déjà que je regarde généralement pas les corps parce que j'ai une mémoire qui retient ce genre d'image. Du moins, j'ai une mémoire plus ou moins photographique qui a tendance à faire jouer l'image ou les images que je vois en boucle. Voilà pourquoi certaines images heurtantes, j'ai tendance à éviter à les regarder. Voilà. Donc, la cérémonie s'est passée, par la suite on l'a enterré. Et durant cette période, on devait l'enterrer. Je suis allé avec les hommes à l'endroit où on devait l'enterrer pour aller creuser la tombe et tout. En arrivant là-bas, je pense que je suis ressorti de là-bas avec une maladie. Voilà, je suis ressorti de là-bas avec une maladie. Du moins, j'ai fait un fort palu. Dès mon retour de là-bas. J'ai dû subir des soins et tout ça. Donc, je pense que c'est l'air de ces endroits-là. C'est l'air de cet endroit-là qui a eu à me mettre dans cet état. Et donc, par la suite, après, vous savez, dans ce cas de figure, quand les morts arrivent dans ces conditions-là, on a tendance à rechercher qu'est-ce qui s'est passé réellement. Bien qu'au préalable, il y avait déjà eu des informations qui avaient circulé dans la famille par rapport au décès d'un premier des enfants de ma grand-mère. Par la suite, il y a eu des recherches qui ont été faites par rapport à ça au niveau traditionnel, à savoir, on s'est rapproché d'un ganga pour chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et là, il y a des informations qui ont circulé. Alors, il s'avère que dans certaines familles, il y a ce qu'on appelle la marmite mystique. La marmite mystique, c'est le pouvoir qui serait détenu par certains membres de la famille qui profiteraient à la famille. Donc, dans la marmite mystique, on fera soit, dans le bon sens, ce serait qu'on profite de cette marmite-là pour pouvoir faire en sorte que la famille prospère. Donc, utiliser la marmite mystique de manière positive à faire en sorte que tous les membres de la famille prospèrent. Et puis, il y a
de l'autre côté où il y aura juste certains qui vont faire preuve d'égoïsme. Donc, ils vont utiliser les autres pour pouvoir nuire aux autres. Certains vont vendre les autres. Et c'est ce qui est le plus répandu. C'est le fait que la marmite mystique, finalement, certains membres des familles préparent, quand je dis prépare, c'est mystiquement, préparent les autres membres de la famille afin de les nuire, afin que eux ils puissent obtenir des richesses et tout le reste. Donc, dans ce cas de figure-là, par rapport à l'histoire, il semblerait que ça soit le côté négatif qui a été fait et qu'il y aurait donc quelqu'un dans la famille ou des personnes dans la famille qui vendent, voilà, qui vendent les autres mystiquement et qui tuent simplement, pour être plus précis, qui tuent des membres de leur famille pour pouvoir obtenir des richesses. Donc, c'est comme ça qu'on a eu à perdre John, donc un deuxième fils qui serait parti dans ces conditions-là. Vous vous en doutez bien que la grand-mère, elle était déboussolée. Elle était forcément déboussolée. Son deuxième fils qui venait de partir en l'espace de quelques années. Hein. En l'espace de quelques années. Vraiment, il n'y a pas eu un grand écart dans ces disparitions-là. Et toujours dans des conditions aussi troubles. Voilà. Donc, pour cette fois, j'ai été là. J'ai eu à assister. La première fois, lorsque j'ai perdu mon premier oncle, j'étais pas là. Mais par la suite, j'ai eu à entendre tout ce qui a eu à se passer durant l'avant-décès et après le décès. Probablement que j'aurai la possibilité de raconter cette situation-là. Mais déjà, je vous dis donc merci d'avoir écouté. Et s'il y avait ne fût-ce qu'un enseignement que je pourrais vous donner, ou du moins qu'on pourrait tirer de ce fait-là qui a eu à se produire, c'est que même les membres de notre propre famille, donc même nos proches, peuvent nous nuire. Même nos proches peuvent nous nuire. Et malheureusement, dans ce cas de figure, il n'y a souvent pas la possibilité pour nous d'être prévoyants, de se méfier. Parce que quand le mal vient de loin, le mal s'est déjà produit. Tu ne peux pas l'arrêter. Comme disait Thomas Sankara, si vous dites que c'est, excusez-moi de citer les noms, si vous dites que c'est Blaise Compaoré qui est mon ennemi et qu'il va me tuer, bah c'est que je suis déjà mort. Parce que c'est mon proche, parce que il est dans mon intimité. Donc c'est un peu ça. Ce que je peux conseiller peut-être dans ce cas de figure, c'est qu'il faut savoir se protéger avec la prière. C'est la seule chose qui peut parfois nous protéger du monde mystique lorsque ce sont des personnes qui sont proches de nous. Il faut prier énormément. Il n'y a pas de grandes et de petites prières. Il y a juste des prières. Le simple nom de Jésus est la solution à énormément de problèmes mystiques lorsque c'est fait avec la foi. Lorsque tu y crois fermement. Donc voilà. Allez, merci de m'avoir écouté et à une prochaine fois. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la... Bonjour DMJ et la famille. J'espère que tout le monde va bien. Cette fois-ci, je viens pour raconter mon histoire, mon expérience. Et ce que je veux aussi dire, c'est que ce n'est pas chez tout le monde qu'il faut dormir. Et aussi, ce n'est pas tout le monde qu'il faut laisser rentrer, dormir chez toi. Mon histoire commence avec... d'abord, c'était au Ghana. Et je travaillais dans une petite entreprise et il y avait une boutique, genre un petit supermarché qui était à côté de l'entreprise où je travaillais. Donc, je me suis fait amitié avec la caissière de l'entreprise, du supermarché. Bon, amitié, bon, pas vraiment amitié en tant que telle, c'est, je vais dire, une connaissance. C'était genre, salut, comment vas-tu? Bon, on parlait un peu de tout et de rien, quoi. À des mois, le week-end aussi, on s'appelait, on discutait, elle me racontait sa vie. Bon, je lui racontais aussi ma vie.
Vous savez, quand deux femmes se rencontrent, c'est les histoires. Donc, c'est comme ça qu'on s'est tissé d'amitié. Et un jour, je l'ai rencontrée, elle était toute triste, vraiment dans tous ses états. Et moi, je rentrais à la maison et je l'ai rencontrée, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas et quoi? C'est quoi le problème et tout? Elle dit non, qu'en fait, elle a quitté le Togo pour venir rester chez sa tante qui lui a promis de l'aider à trouver du travail. Mais quand elle est arrivée chez la tante, elle s'est rendue compte que la tante la maltraitait. C'était elle qui était maintenant devenue la ménagère de la maison, quoi. Elle nettoyait, elle préparait, elle s'occupait des enfants. Bon, quand même, ça, c'est pas bon. Donc, c'était ça. Et elle en avait marre. Et elle disait qu'en fait, elle cherchait un endroit où elle pouvait aller se cacher au moins pendant une semaine pour respirer un peu, quoi, et se reposer. Parce que ça devenait trop. Et la tante lui parle n'importe comment et tout ça. Donc je dis, écoute, moi, je vis seule et tout, j'ai mon appartement, tout ça là. Tu peux venir rester avec moi. On est des femmes, on peut manager ensemble. Tu as compris? Donc c'est pas un problème. Viens. Donc elle a dit qu'elle allait venir, je l'ai rencontrée un vendredi. Donc, elle a dit qu'elle allait venir le lundi de la maison. Elle va au boulot et elle ne rentre plus. Je dis, ok, c'est bon. Donc, effectivement, le lundi soir, quand on a tout terminé de travailler, elle est venue avec moi, avec son petit sac de vêtements, en fait, pour la semaine. Donc, moi, j'ai un truc. J'ai développé une habitude qui est de mettre de l'ail partout dans la maison. À l'entrée de la maison, de la porte, dans tous les 4 coins de la maison. Je mets de l'ail sous mon oreiller, je mets de l'ail aux fenêtres de l'appartement. Une façon d'éloigner tout ce qui est négatif, mauvais esprit et autres. Et moi, la nuit, je prie. Mais quand je prie, je mets toujours l'appartement dans le sang précieux de Jésus. Je me baigne aussi dans le sang précieux de Jésus avant de dormir. Donc, c'est comme ça qu'au moment où je voulais dormir, le premier jour, je lui ai dit, moi, je ne dors pas sans prier. Si tu es dans ma maison là, il faut qu'on prie ensemble. Elle a dit, elle est fatiguée, machin, demain on va prier, blabla et tout. J'ai dit, ok, je ne vais pas te forcer parce que chacun a sa façon de croire en Dieu, en fait. Donc, je respecte ta religion, bon, je ne vais pas te forcer. Donc, j'ai laissé. Et moi, j'ai prié. Le lendemain matin, je me réveille. Je lui dis, viens, on prie, hein. On n'a qu'à prier pour remercier Dieu de nous avoir réveillés en bonne santé. Tu as dit, elle est fatiguée, blablabla. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Je prie encore. La même chose se répète pendant 4 jours comme ça. Elle ne priait pas. C'était toujours moi qui priais. Donc, vers le 5e jour, qui est le vendredi, j'ai remarqué qu'elle a commencé à devenir froide envers moi. Et je lui demande, c'est comment? Il y a un problème. Elle dit, non, ça va, tout va bien, t'inquiète et tout ça. Je dis, ok, d'accord. Donc, chacune de nous est partie dans son boulot, tout. Et le soir, on se retrouve et on rentre chez moi. Mais j'ai remarqué qu'elle était toujours un peu froide. Surtout, elle devient vraiment agressive et très énervée quand je lui dis, hey, ma soeur, on va prier le soir là, non? Avant de dormir, non? Pardon, je suis fatiguée, on va faire ça demain. C'était toujours la même excuse. Moi, je dormais sur les jours, priais mon Dieu. Et normalement, elle était supposée rester jusqu'à dimanche.
Samedi matin, je me lève, ça prépare. Bon, j'ai prié bien sûr et toujours le même scénario. Elle se fâchait, elle était bizarre et tout. Et j'ai dit, mais c'est quoi le problème? Oh non, toi tu aimes trop prier. Moi, je ne suis pas comme ça, blablabla. Je m'excuse, elle vient du Togo. Donc, faut un peu avoir peur hein, de ce côté-là. Je m'excuse, mais j'ai entendu des histoires aussi là-bas. Donc, c'est pour ça que je dis, hey, ma sister, hey, c'est comment? Puis on va prier. Hey, tu as dit que tu as des problèmes avec ta tante, tout, machin, tout. Donc, c'est comme ça là qu'il faut prier pour que quand tu vas repartir chez ta tante, peut-être que son esprit va changer, elle va remarquer qu'en fait, ce qu'elle te faisait, c'était pas bien, tout ça là et tout. Tu veux pas prier. C'est la prière qui délivre l'homme au moins seul. Au moins, c'est la première des choses. Donc, j'ai dit, ok, d'accord. Oh non, toi, tu aimes trop prier. C'est comme moi avec ton histoire. Tu ouvres même la Bible sur ta tête la nuit avant de dormir. J'ai dit, c'est comme ça qu'on m'a éduqué. Oh. Pardon. Donc, toute la journée, elle était fâchée, elle était, je sais pas comment je veux dire ça, mais elle n'était pas à l'aise, quoi, elle n'était pas à l'aise. Et puis je dis, mais est-ce que tu vas bien? Oh, oui, ça va, t'inquiète, ça va aller. Après, vers 14h, elle vient me voir et me dit, hey, tu sais quoi, j'ai changé d'avis, je vais rentrer chez ma tante. Je dis, c'est pas la même tante là que tu étais en train de fuir. Pourquoi tu veux repartir chez elle? Attends un peu jusqu'à dimanche. Et puis lundi, après le boulot, tu pars. Elle dit non. Elle a commencé à être vraiment agressive. Comme s'il y avait quelque chose qui la poursuivait en dehors de ma maison, quoi, de mon appartement. Moi, j'ai trouvé ça bizarre. Je dis, il n'y a pas le feu, non. Il faut te relaxer. Non, il faut que je parte. Je dois rentrer. Je dois partir chez ma tante. Elle a pris ses affaires. Vite. Elle est partie. Je dis, ok, d'accord, on se voit lundi. Oui, d'accord, au revoir, je pars. Elle part. Je me suis rendu compte 5 minutes après. J'étais allée à la douche et je vois son éponge dans ma douche. Je dis, mon Dieu, pardon. Sans pousser de Jésus. Qu'est-ce que l'éponge l'a fait encore chez moi? Tu vois? Et c'est comme ça que, Dieu merci. Quelques minutes après, j'entends quelqu'un qui cogne à ma porte. Donc j'ouvre. Dès que j'ouvre là, elle rentre comme genre un vent, quoi. Elle rentre, elle part directement à la direction de la douche. Elle prend son éponge. Elle me regarde toute fâchée, bizarre là, que oui, je vais plus venir jamais dormir chez toi. Hein, tu embêtes les gens. Hein, j'ai même oublié mon éponge. Et puis elle est partie. Est-ce que vous vous rendez compte que jusqu'à ce que j'ai quitté bien sûr le Ghana et tout ça, la fille ne m'a plus jamais prononcé la parole. Après le samedi, là, lundi, mardi, je ne l'ai pas vue. Mercredi, je suis partie dans sa boutique, son supermarché, pour savoir comment elle allait. On m'a même dit qu'elle était malade. J'ai rien compris. Et je pense 2 semaines après, je l'ai vue, je l'ai rencontrée en chemin. Je lui ai dit, c'est comment? Si je t'appelle, tu réponds pas, tu me dis, non. Je ne veux plus te parler. Avance, prends ton chemin. Yeah. Tout ce que je veux simplement dire, c'est que la prière est très importante. Que tu sors, avant de sortir de ta maison, couvre-toi du sang précieux de Jésus. Demande à ton ange gardien de t'accompagner. Quand tu rentres, avant de rentrer même, demande à ton ange gardien de te débarrasser de tout mauvais aura, mauvais esprit, mauvaise chose, visible ou invisible, qui t'aurait suivi de là où tu es parti en ville pour revenir à la maison là. Que tu détruis ça, pas le lion de Jésus. Que le lion de Jésus avale ça, que le feu puissant de Jésus détruit ça et brûle ça. Tu comprends? Tu rentres à la maison.
quand tu rentres à la maison, là, avant de dormir, demande à ce que le sang précieux de Jésus te protège toute la nuit et que tu te réveilles en bonne santé. C'est pas chez n'importe qui qu'il faut dormir. C'est pas n'importe qui qu'il faut laisser rentrer chez toi parce que ils ont une mission. Ils ont une mission pas possible. Tu n'as aucune idée. La personne peut se présenter telle qu'elle est physiquement, mais tu n'as aucune idée de ce qu'elle est la nuit. Comme on dit, il y a des gens, tu les vois rire le matin, mais tu n'as aucune idée de comment ils rient la nuit. Ah, c'est pas bon. Donc, moi, je me suis dit qu'elle est venue en mission, mais sa mission a échoué. Entre eux-mêmes, là-bas dans le monde spirituel, ils se connaissent. Le sorcier des États-Unis peut connaître le sorcier qui est au Bénin. Entre eux-mêmes se connaissent. Donc, si quelqu'un veut te faire mal et tu penses que tu es aux États-Unis et tu penses que la personne là ne peut pas t'atteindre jusqu'aux États-Unis, tu as menti. Il va seulement rentrer en contact avec celui, s'il est au Bénin ou bien en Côte d'Ivoire, il va rentrer en contact spirituellement avec celui qui est aux États-Unis pour l'envoyer en mission pour t'atteindre. C'est pourquoi je dis toujours, faut te couvrir du sang précieux de Jésus pour qu'on ne te localise pas. C'est que si il est en train de te chercher, il ne te trouvera pas. Simple, ça va échouer. Donc, oui, merci beaucoup d'avoir écouté ce que j'avais à dire. Et je vous souhaite une bonne journée ou bien une bonne soirée pour ceux qui l'écoutent. N'oubliez pas de liker, de partager et de repartager au multiple. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. DMG, bonsoir. Ce soir encore, je voudrais vous raconter une histoire que je vais intituler « Meurtre par procuration ». Donc, il s'agit de l'histoire de ma tante, ma grande-tante. Je vais la surnommer Lily. Donc, ma grande-tante s'était mariée très jeune et puis elle a eu 2 enfants avec cet homme-là. Mais cet homme avait, a commencé à courir à droite à gauche et donc ça se passait pas bien quand elle a décidé de divorcer. Donc, suite à son divorce, elle est venue habiter avec ma grand-mère, donc qui était sa grande sœur. Donc, la tante Lily, je l'appelle Lily, elle décide après, alors qu'elle était avec la grande sœur, elle fait la rencontre de quelqu'un du même village que la grand-mère, voilà, qui se connaissait depuis l'enfance. Bon, apparemment, c'était son amour d'enfance. Et cet homme-là, lui aussi, pareil, il s'était marié et il avait divorcé de sa femme. C'est comme ça que la tante Lily décide de se remettre avec son amour d'enfance, qu'on va appeler Pete. Bon, on l'appelait Pete. Et donc, Peter, qui décident tous les deux de repartir habiter dans leur village. Parce que lui, il avait beaucoup voyagé, il avait envie de revenir s'installer au village. Sauf que quand il est arrivé au village, il était malvenu parce qu'on savait que c'était quelqu'un qui ne passait à côté de rien, qui passait son temps déjà, il était nerveux et c'était quelqu'un qui ne laissait rien passer. Donc, dès qu'il y avait le moindre souci dans le village, il était toujours là à vouloir régler les soucis, voilà. Donc, il était mal vu par tout le monde et c'était quelqu'un qui était bagarreur aussi. Donc, sa réputation était très connue dans le village. Même, on peut dire que dans les autres villages, tout le monde le connaissait. C'est comme ça que l'ex-mari de ma grande-tante Lily décide de revenir la chercher. Et elle a refusé de repartir dans son foyer. Bon, du moment où elle avait demandé le divorce. Et donc, un jour, Peter a des problèmes avec un voisin. Donc, un voisin, des gens du village. Et ce monsieur-là lui dit, c'était un patriarche, qui lui dit, on verra ça. Et l'autre, il a pété un câble, il dit, mais tu viens de dire quoi? Tu as dit, on verra ça, ça veut dire quoi? Et voilà, ça a commencé par la bagarre comme ça, là, et puis on les a séparés, et puis bon, basta.
Et le mari, entre-temps, le mari de la tante Lily qui venait quasiment tous les jours au village pour réclamer sa femme. Donc ce qui s'est passé, c'est que le monsieur savait qu'il fallait faire quelque chose. Mais on avait demandé, en fait, pourquoi ma grand-tante était partie, c'est parce qu'on avait demandé de donner sa femme. En sacrifice dans leur loge. Et ma tante l'avait plus ou moins su parce qu'elle voyait des choses. Elle avait décidé de fuir de son mariage, de quitter son mari parce qu'on lui avait demandé, elle avait su qu'on devait lui donner un sacrifice. Soit c'était elle ou l'un de ses enfants. C'est comme ça qu'elle avait fui son mari. Donc quand son mari venait la réclamer, elle ne voulait pas retourner parce qu'elle savait qu'elle était en danger. Donc le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Ils sont allés dans leur truc là, ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Donc le jour où Peters avait eu un problème avec le patriarche, ça s'était pas bien passé, ça s'est passé par la bagarre et tout ça là, ils se sont battus, les gens, tout le village s'est réuni, on les a séparés. Il rentre tranquillement chez lui. Donc, il est là avec ma grand-tante Lily, plus la mère, donc la mère de Lily. Donc, ils sont tous ensemble, là, à la cuisine, en train de manger. Et tout d'un coup, on ne sait pas ce qui s'est passé. On revoit Pete qui sort comme une furie. Il s'en va. Et sa femme lui dit, mais tu vas où? Il n'a pas dit là où il allait où il allait à sa femme, il est parti. Quand il est revenu, il s'est mis en colère tout seul. Donc la nuit, toute la nuit, il n'arrêtait pas de gigoter. Ma grand-tante n'arrêtait pas de dire à son mari, mais c'est comment le réveiller, il se rendort, mais il est agité, il a passé une nuit agitée. Le lendemain matin, il a commencé à parler que les personnes qui sont venues me visiter au village, là, vous allez voir, je vais vous tuer un par un. C'est comme ça qu'il a pris le fusil. Quand il a pris le fusil, sa femme lui dit, mais tu vas où avec le fusil? Il dit, oui, je me vais tirer les oiseaux. Je vais aller tuer des oiseaux. Ma grand-tante lui a dit, non, tu ne pars pas, tu restes là. Et lui, non, rien à faire. Donc, lui, il savait que il prenait ça pour aller menacer toutes ces personnes qui l'ont visité la nuit. Et le fusil n'était pas chargé. Parce que après on a eu son témoignage. Le fusil n'était pas chargé. Donc ils se sont disputés. Tout d'un coup, boum, le coup est parti. Il voit sa femme qui tombe. Oh. Donc il est là complètement choqué. Qu'est-ce qui se passe? Voilà la mère de sa femme aussi qui quitte là-bas. Oh, tu as tué mon enfant, tu as tué mon enfant. Elle prend le fusil comme ça. Là, lui aussi, il a encore le fusil dans les mains. Et ça, il y a le deuxième coup qui part. Boum. La belle-mère par terre. Donc, il ne comprend pas. Donc, quand on a entendu le premier coup de fusil, les villageois sont venus là-haut. Qu'est-ce qui se passe? Quand ils arrivent comme ça, on trouve la grande-tante Lily, elle est morte. Sa mère, par terre, elle respirait encore. C'est comme ça que les villageois sont venus prendre la belle-mère, aller sur la route, attendre les voitures. Et comme on sait que dans les villages comme ça, là, une voiture ne va pas passer de sitôt. C'est comme ça que la belle-mère a rendu là. Donc, Peter se retrouve avec 2 meurtres sur le bras. Et il ne savait pas ce qui s'était passé parce qu'il n'avait jamais chargé ses fusils. Il avait un fusil sur le lit, l'autre sur l'étendoir. Il n'avait jamais chargé ses fusils. Nous savons tous que les fusils, on ne charge pas comme ça. Tu charges le fusil seulement une fois que tu pars en bosse pour tirer sur eux, pour la chasse. C'est comme ça que le pauvre s'est retrouvé en prison. Il a plaidé. Dit que je ne sais pas moi qui ai chargé le fusil. Personne ne pouvait lui donner le bénéfice du doute. On s'est dit, ça y est, il a commis un meurtre. Donc, se retrouver avec 2 meurtres sur le dos
parce qu'on voulait se débarrasser de lui. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé. Ils l'ont transféré à la prison de Libreville. Et donc, comme nous, on était à Libreville, un jour, on est à la maison en train de... Avec maman, tout le monde, on est là un samedi. Il y a quelqu'un qui arrive là-bas, qui vient toquer à la porte. Quand on regarde là, c'était l'oncle Peter. On a failli fuir. C'est ce jour-là qu'il nous a raconté l'histoire. Et que ses parents sont allés voir des gens, des Nganga qui ont dit la vérité. Ils sont allés voir des voyants qui leur ont dit, voilà, votre fils a été piégé parce qu'on voulait se débarrasser de lui. Et surtout, c'était que la femme était déjà mangée depuis longtemps par son mari. Et lui, il était juste venu pour acter. Comme elle a ouvert plusieurs fois la porte, c'est comme ça que le gars, il avait déjà pris sa femme. C'est pas la faute à votre fils, c'est qu'il n'était pas au bon endroit. Et il a pris la mauvaise femme. Voilà. C'est comme ça que cet homme-là, je ne sais pas s'il est sorti de prison, ça va faire peut-être plus de 25 ans qu'il est en prison. Donc on ne sait pas. Est-ce qu'il est sorti, n'est pas sorti, parce que 2 meurtres, je ne sais pas combien de temps il a écopé. Voilà. Donc c'est pour dire que quand on a un problème avec quelqu'un, surtout que le soir et que la personne te dit tu vas voir, là il faut faire attention. Soit demander pardon, parce que tu sais que il y a quelque chose qui va se passer. Parce que quelqu'un ne peut pas menacer comme ça l'autre pour dire tu vas voir sans que la personne agisse. Donc faisons attention à nous. Notre vie est vraiment précieuse. Que Dieu vous bénisse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. Rendez-vous demain à 12h00 sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Partagez, invitez plus de personnes à venir se connecter, à venir raconter leur expérience aussi. Comme ça, on va être de plus en plus nombreux et avoir beaucoup plus d'histoires pour être sensibilisés et tout. Donc, portez-vous bien. À demain pour une nouvelle vidéo.